Le grand oral des grandes gueules. Monsieur Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris. Bonjour, monsieur Griveaux. Bonjour. On va bien sûr parler de Paris, mais l'actualité, c'est la mise en examen du 4e personnage de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. On peut rester au perchoir tout en étant mis en examen? C'est tenable? D'abord, instruction ne vaut pas condamnation, et je le dis devant un avocat. On a rappelé la présomption d'innocence. Moi, je ne crois pas que dans une démocratie, le tribunal se fasse ni dans les médias, ni sous la pression populaire, parce que on a des institutions. Est-ce qu'elles rendent la justice suffisamment rapidement? Je ne crois pas, vous l'avez dit tout à l'heure, et qu'effectivement, une affaire qui a été rendue publique en mai ou juin 2017, et on est en septembre 2019, eh bien, ça prend un temps fou. Ça détruit parfois des vies, et je pense pas là particulièrement à Richard Ferrand, mais aussi à des concitoyens qui parfois se trouvent embarqués dans une machine judiciaire un peu folle. Et donc moi j'appelle à ce que la présomption d'innocence, qui est un des piliers de notre droit, les droits de la défense, eh bien, soit respectée. Ça vaut pour Richard Ferrand, mais ça vaut pour n'importe lequel de nos concitoyens, ça vaut pour d'autres responsables politiques qui ne sont pas de ma sensibilité, et qui, tant qu'ils n'ont pas été condamnés, eh bien, bénéficient de cette présomption d'innocence. Je crois aussi que c'est un bon signe de vitalité démocratique que de garantir cela. Il y avait une jurisprudence, quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Cette jurisprudence ne s'applique pas donc au président de l'Assemblée nationale. Un ministre est nommé, le président de l'Assemblée nationale a été élu. J'y vois là une petite différence, et il a été élu, l'affaire était déjà connue de mémoire. Pardon, excusez-moi, mais je suis une électrice d'En Marche. Ouais. Et vraiment, votre discours, ça a une petite mélodie d'Ancien Monde. Vraiment. Et quand je dis une petite mélodie, vraiment, je pèse mes mots. Il y a eu, avec l'élection de M. Macron, il est venu au pouvoir avec une envie d'exemplarité. Et l'envie d'exemplarité, effectivement, il y a la loi, et M. Ferrand peut rester, rien ne l'empêche de garder son poste de président de l'Assemblée nationale. Voilà, mais dans l'envie d'exemplarité, il y a aussi une dimension de la morale. Et je ne sais pas ce que vous avez du mal à comprendre quand on vous dit les Français en ont marre. Je ne sais pas, excusez-moi, je vous dis ça vraiment cash. Je ne sais pas quel mot en français vous avez du mal à comprendre dans cette phrase, parce que vous continuez à vous comporter. Quand je dis vous continuez, c'est même pas vous continuez, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de régression au niveau du comportement d'En Marche. Vous régressez, c'est-à-dire que avec le pouvoir, avec les 1, 2, 3 années qui passent, vous commencez à nous sortir la petite musique que je pouvais entendre quand il y avait le PS au pouvoir, ou quand il y avait l'UMP au pouvoir. Et excusez-moi, mais ça ne me plaît absolument pas. La morale, ça compte. Avec la crise des Gilets jaunes et tout ce qu'on a pu voir dans ce pays, la morale, ça compte. D'accord, mais moi d'abord, je donne jamais de leçons de morale, et je me méfie toujours de ceux qui en donnent. Pour une raison simple, c'est que demain, je ne sais pas qui sera au pouvoir dans le pays, et je ne sais pas qui fera la morale. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'on a un droit, c'est qu'on a une constitution, et que dans les périodes de difficulté que traverse le pays, et la crise des Gilets jaunes en a été une terrible l'année dernière, il y a des choses qui sont intangibles. C'est les principes fondamentaux du droit, les droits de la défense. Et pardon de vous dire, c'est peut-être Ancien Monde, mais il y a des choses auxquelles moi je suis attaché. C'est les valeurs des droits de la défense, c'est les valeurs de la présomption d'innocence, c'est les valeurs qui font que nous sommes dans une démocratie, dans un État démocratique qui ne cède pas à la pression médiatique et à la morale du moment. Parce que la morale varie, le droit ne varie pas, et moi je suis très attaché à notre État. Richard Ferrand tweetait sur François Fillon en disant qu'il imagine qu'on mette le portrait d'un président mis en examen et qui a perdu toute autorité morale. Pourquoi cela ne se l'applique-t-il pas à lui-même à ce moment-là, quoi? Et François Fillon avait fixé lui-même les règles, disant si je suis mis en examen, je ne peux plus être candidat. Il n'a pas respecté les règles qu'il avait lui-même fixées. Donc ne comparons pas des choses qui ne sont pas comparables. Je rappelle par ailleurs que cette affaire a été une première fois classée sans suite par le parquet. Il y a 2 ans. Donc, sur les mêmes griefs. Et donc là, on va voir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire vous doutez de la justice? Je ne doute pas. Vous dites que ça a été une fois classé sans suite. D'abord, je ne commande pas les affaires de justice. Vous avez l'air de vous étonner quand même. Je suis parlementaire. Je crois à la séparation des pouvoirs. Et c'est aussi pour ça que je ne cède pas à la morale. Parce que moi, je suis parlementaire, je crois profondément à la séparation des pouvoirs. Je crois à l'autonomie et à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Comment s'appelait la première loi sur la moralisation de la vie publique. Mais je crois à l'autorité, je crois à l'indépendance de l'autorité judiciaire profondément.
Moi, je crois que, très sincèrement, d'abord, moi, je suis sensible à cet argument. Moi, je ne suis pas un fanat de la jurisprudence Balladur. Moi, je n'aime pas beaucoup qu'on mette... je n'aime pas beaucoup qu'on donne la possibilité aux juges de décider de l'avenir politique des gens. Donc, cette jurisprudence, elle ne me plaît pas. Mais j'ai toujours pensé dès le départ que le procureur de Brest avait été un peu vite pour classer son suite. Et j'avais de gros doutes sur son indépendance. Ça tombe bien, il ne l'est pas. Et vous ne m'empêcherez pas de dire que dès l'instant où Monsieur Ferrand a appliqué une propre jurisprudence à l'égard de Monsieur Fillon, parce que ça ne regardait que Monsieur Fillon de savoir ce qu'il allait faire, mais dès l'instant il considérait que, dès l'instant où il était mis en examen, on pouvait plus... c'était ça, c'est la logique, on peut le relire. Hein. Il y a une jurisprudence Ferrand, si vous voulez. Il considère que quand on est mis en examen... eh bien, on est quelque part douteux au sens littéral du terme. Moi, je peux vous dire, parce que pression médiatique ou pas pression médiatique, votre président, quand il y a eu quand même des affaires un peu embêtantes comme les gilets jaunes, il a su quand même mettre la pédale sur le frein. C'est pas si simple que ça, la vie. Votre président lequel? De la République? De la République, pardon. Donc moi, je ne donne pas cher quand même, pression médiatique ou pas, de la jurisprudence Ferrand. Je crains que ce tweet-là ne lui coûte très cher. À nouveau, moi je vous dis, j'essaie de m'extraire du moment et de l'immédiateté et du tribunal médiatique qui voudrait qu'on s'en... Voilà. Mais je le fais pour tout le monde. Je le dis, le président de la Commission des Finances, Eric Woerth, il est mis en examen, il est président de la Commission des Finances. Combien de gens ont été mis en examen et n'ont jamais été condamnés et ça a été classé sans suite? J'aimerais qu'on consacre... J'aimerais qu'on consacre. Ça, mais c'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression que la République en marche, elle est pareille. Mais non, ça c'est vrai. Non, mais pardon. J'aimerais qu'on consacre la même émission avec autant de temps d'antenne si Richard Ferrand est blanchi. Moi, je je doute que ce sera le cas. Alors, parce que ça fait la une des journaux quand il y a une mise en examen et ça fait 2 lignes d'entrefilet quand les gens sont blanchis. Et je le dis, les parlementaires qui ont été souvent mis en examen, les cas qui ont été évoqués, dans 95% des cas, et des particuliers, mais là on est sur les responsables politiques, ont été blanchis, c'est 2 lignes dans les journaux. On parle de Paris. Donc c'est important. On va parler de Paris, excusez-moi. Je sais que le logement, tu voulais parler c'est ça que je voulais parler. Donc on se connaît un peu, vous savez que je suis très investi par rapport à la problématique du logement et du sans-abrisme à Paris. Je sais que vous vous présentez, je voudrais quand même rétablir une vérité par rapport à ce que vous avez tweeté par rapport à Yann Brossat. Qui est l'adjoint. Oui, il faut que je le dise. L'adjoint au logement. Alors vous, que comptez-vous faire? Parce que vous savez, à Paris, il y a beaucoup plus de logements intermédiaires que de logements sociaux. Vous le savez, ça? Vous avez 230 000 logements sociaux à Paris. Et dans le mandat qui vient d'être... Qu'est-ce que vous appelez un logement social? Monsieur Griveaux. Pardon. Le mandat qui vient d'être fait, Yann Brossat, qui est adjoint communiste au logement, il y a eu 3 milliards d'investis. Bon. Regardez ce qui nous a été montré ce matin, c'est pas moi, sur les chiffres qui ont été présentés, c'est qu'on perd beaucoup de classes modestes. Et on perd aussi beaucoup de classes moyennes. On a perdu 12 000 habitants par an. Et ça, qu'on soit de gauche, de droite, du milieu, c'est pas une bonne nouvelle pour une ville. Parce qu'une ville qui perd ses classes moyennes, une ville où quand vous êtes prof, cadre moyen, entrepreneur, etc., vous n'avez pas les moyens de vivre, c'est pas une ville qui va bien. Quand les infirmières de l'APA, des hôpitaux de Paris n'ont pas les moyens de vivre à Paris et se tapent 1h30 de transport, c'est pas une ville qui va bien. Donc, oui, parce que... comptez-vous faire? Et je dis, et c'est vrai, qu'on manque de logements intermédiaires pour les classes. Il y en a plein. Joël, je t'en prie. Mais alors, pourquoi les classes moyennes s'en vont? Puis-moi. Je veux bien, si on peut... Non, mais c'est vrai. Sinon, tu n'écoutes pas la réponse, on ne peut pas aller plus loin. On manque de logements intermédiaires, vous pensez, sur Paris? On manque de logements intermédiaires. De logements sociaux. Si je peux juste répondre. On manque de logements intermédiaires. Et il y a aussi une grande incompréhension. Quand on est classe moyenne en province et classe moyenne à Paris, avec des niveaux de revenus identiques, vous n'avez pas le même coût de la vie. On le sait bien. Et donc, il y a une incompréhension qui est de se dire, au fond, avec un salaire de classe moyenne en province, vous pouvez vivre. À Paris, vous quittez Paris parce que vous n'avez plus les moyens d'y vivre. Et donc, tout le sujet, il est là. Et quand je sais que de grands bailleurs, qui avaient des projets de logement intermédiaire, qui ont travaillé avec des villes de gauche, de droite, peu importe, ont trouvé porte close quand ils ont essayé de travailler avec la ville de Paris depuis 5 ans, c'est un problème. Ça n'était pas le cas sous Bertrand Delanoë.
Pourquoi ? Parce on a privilégié plutôt les logements sociaux. Mais c'est très bien d'avoir des logements sociaux. Mais franchement, une ville a besoin de logements sociaux. C'est l'évidence. On est à 20%. La loi SRU prévoit 25%. Je crois que l'horizon, c'est 2025. Ça a été amélioré. Je n'ai rien contre le logement social. Ça n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que vous avez le logement social et après le marché libre. Et que vous n'avez pas suffisamment de logements intermédiaires. Et que donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand vous avez un enfant, vous campez. Quand vous avez 2 enfants, vous déménagez. Et on perd 60 000 habitants en 5 ans. Donc, soit on peut se dire que Ian Brossat, c'est formidable ce qu'il a fait, mais c'est l'heure des bilans. C'est un bon communicant. Mais moi, je ne suis pas croyant, je suis pratiquant. Je suis pratiquant sur le logement pour les classes moyennes. Je connais beaucoup d'avocats, d'huissiers, même voire des élus. La classe moyenne. Je vous confirme, madame, mais c'est la mairie de Paris actuelle, c'est Yann Brossat. Non, écoutez-moi, parce qu'il existe 3 catégories d'HLM. Oui. Il y a du social. Oui, il y a du très social, c'est 20% des logements sociaux. Et après, c'est de la classe moyenne, voire supérieure. Mais c'est ce que je vous dis. Donc ne dites pas que Yann Brossat, il fait que du logement social. Mais madame, ça n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous ai dit, il y a 20% de logement très social, PLAI, et puis il y a 80% de logement. Effectivement, vous avez parfois des personnes, et on se dit des choses, qui parfois sont totalement légitimes à y être, et d'autres fois ne sont pas du tout légitimes à occuper un logement social. Et ça, c'est aussi sous Yann Brossat. Sur Paris, vous avez fait une déclaration, vous avez dit je vais suspendre les travaux à Paris. Ouais. Donc on s'est dit, il y a des chantiers qui sont déjà là. Et donc il va tout laisser en l'air. Il va laisser les chantiers en l'air, ça ne va pas arranger nos histoires. Laissez-moi deviner. Je crois que ce sont mes opposants qui, évidemment, ne caricaturent jamais les positions des uns des autres, parce que le débat politique est un débat apaisé, et puis calme, et puis surtout honnête intellectuellement. Qu'est-ce que j'ai proposé dans Le Parisien ? Je dis voilà, moi je fais aucun nouveau chantier de mars 2020, l'élection du maire de Paris, jusqu'à la fin de l'année 2020. Aucun nouveau chantier. Sauf sécurité, si vous avez une fuite de gaz, il est évident qu'il ne faudrait pas. Bon. Aucun nouveau chantier, pourquoi ? Ça veut dire que je laisse le temps qu'on termine les chantiers en cours et il y en a 6 000. La maire de Paris, elle nous dit, mais moi je suis responsable que de 7 à 8% des chantiers qui existent. Sauf que, c'est vrai, 7 à 8% des chantiers seulement dépendent de la ville, mais elle a autorisé 100% des ouvertures de chantier. Vous n'avez pas une entreprise qui arrive, qui pose des engins de chantier, qui commence à creuser la chaussée sans avoir l'autorisation du maire de Paris. Si c'est le cas, c'est encore plus grave que ce qu'on peut penser. Moi, je veux qu'on reprenne le contrôle de la ville. Et reprendre le contrôle de la ville, ça commence par dire, on termine les travaux qui sont en cours, et pendant ces 6 mois, on ne fait pas rien. On prend les concessionnaires, les opérateurs, le chauffage urbain, le gaz, l'eau, la fibre, et on les met autour de la table. Pourquoi ? Parce que le nombre de gens qui m'ont dit, écoutez, nous, on n'est pas contre les travaux. Il n'y a personne qui est contre les travaux. Il faut entretenir une ville, il faut faire des investissements. Mais quand vous ouvrez 3 fois la même rue, la même année, d'abord, écologiquement, vous mettez 3 fois du bitume, 3 fois des engins de chantier, et vous en kikinez. J'allais dire un gros mot. Vous en kikinez la vie des gens 3 fois de suite. Donc c'est simplement un truc opérationnel de bon sens. Mais c'est juste du bon sens. Il y a quelque chose de rationnel aussi, c'est que sur la table, Paris, c'est impernable pour la République en marche. Parce que Macron a fait ses meilleurs scores à Paris. Et pourtant, on a l'impression que la machine à perdre est enclenchée, avec notamment ces 2 candidatures opposées, Cédric Villani et la vôtre, 2 candidatures de la République en marche, puisque Cédric Villani est toujours membre de cette République en marche. D'abord, ceux qui pensent qu'il y a des élections imperdables, ils ne les ont jamais gagnées. Donc ça tombe bien. Moi, je n'ai jamais cru qu'il y avait des élections imperdables, qu'il y avait un chemin pavé de roses, qu'une élection municipale, c'est des enjeux locaux. C'est les questions dont je viens de parler. Travaux, les logements, les cantines scolaires, on pourra en dire un mot. Et que c'est assez peu, au fond, la figure du président de la République ou pas qui fera l'élection. Donc ça, j'en suis assez convaincu. Et Paris a toujours eu cette liberté, cette indépendance, notamment vis-à-vis du pouvoir. Bon. Donc c'est le sujet des projets, de qu'est-ce qu'on fait pour le quotidien des Parisiens, qui à mon avis fera l'élection bien plus que savoir quelle étiquette, qui a le soutien de qui, ça n'a pas grand intérêt. Moi, je lui ai écrit cet été, j'ai fait un travail, au fond, assez inédit, puisque je lui proposais de copiloter la campagne à la fois sur les axes programmatiques et sur les personnes. Il m'a pas répondu. Enfin, il m'a répondu dans sa déclaration de candidature. Et vous l'avez pas eu depuis la déclaration de candidature ? Vous n'êtes pas rencontrés ? On s'est croisés ici au 75e anniversaire de la libération de Paris. Est-ce que vous pensez pas que vous avez été un peu trop gentil avec M. Villani? Pourtant, vous avez allumé pas mal quand même, si on se fie à vos déclarations. Si je peux y aller. Vous voulez dire les conversations privées, révélées, enregistrées à mon insu, ça ? Franchement, voilà quelqu'un qui se présente en principe à la loyale dans le cadre d'une élection. Il ne respecte pas la règle des primaires. Et vous, votre parti, ne prenez aucune sanction contre lui. Acte 1. Acte 2, il se présente de manière assez hystérique. Je peux vous dire que moi, j'avais rien contre lui, je ne connaissais pas bien. Mais sa présentation de candidature
j'avais l'impression de quelqu'un d'hystérique. Enfin, sur le plan formel, j'ai été un peu surpris. Et puis, moi qui ai l'esprit chagrin, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Et je sais que le type, il a été parrain du comité d'Anne Hidalgo. Du comité d'Anne Hidalgo. Donc, objectivement parlant, c'est un allié objectif d'Anne Hidalgo. Comme ça a été répété. Sur le papier, vous étiez quand même censé avoir de bonnes chances à Paris. Et je ne veux même pas parler à l'imparfait pour ne pas vous porter malheur. Et là, Hidalgo, qui ne brille pas non plus par une popularité exceptionnelle, vous lui faites un cadeau. Donc, est-ce qu'il y a un moment... Devant le micro, c'est encore mieux de le dire. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'allez pas perdre votre patience par rapport à M. Villani? Parce qu'au départ... Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous perdez patience face à Villani? Parce que nous, on perd patience face à Goldnadel. C'est une question qui dure 2 heures. Qui va voter Villani une fois que vous l'aurez répudié? Bon, alors d'abord, moi j'ai expliqué que j'essayais de bâtir un rassemblement de gens de bonne volonté qui voulaient se retrousser les manches pour remettre la ville en état, parce que je trouve qu'elle n'est pas dans un bon état. Et je demande pas des brevets de En Marche, je dis, moi je prends des gens qui viennent de la gauche, de la droite, de la société civile et qui se retroussent les manches parce que je crois à ça. Je pense qu'au fond, c'est comme ça qu'on arrivera. Et alors en particulier dans une ville comme Paris, où vous avez des histoires politiques très différentes et où je crois que le dogmatisme et le clanisme n'a jamais amélioré la vie des gens. Bon. Donc si je dis ça, la première chose que je demande, c'est pas d'exclure quelqu'un, parce que des gens vont dire, il est amusant celui-là, mais il veut rassembler des gens de bonne volonté, et il commence par demander l'exclusion. C'est vrai que la règle qui avait été établie, qui est dans nos statuts, c'est on sort. Moi, ma conviction, c'est que à la fin, nous irons rassembler d'abord parce qu'on a plus de convergence que de divergence. Vous avez rappelé son passé. Il a été le président du comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014. Pour aujourd'hui être candidat contre elle, c'est qu'il va avoir quelques griefs, parce qu'on ne change pas d'avis aussi radicalement sans avoir de vraies raisons de le faire. Et donc, j'ai pas l'impression qu'elle lui en veuille. Eh ben, on verra. Mais en tout cas, on a un point commun, si j'en crois ses déclarations. C'est qu'on a envie de porter une politique alternative et une offre alternative et une nouvelle équipe à Paris qui en a besoin. Madame Hidalgo, elle est élue depuis 2001. Ça fait 18 ans. Je vous le dis ici. Après 18 ans de mandat, vous n'avez pas fait ce en quoi vous croyez profondément. Moi, je l'ai dit, je m'engagerai, je ferai 2 mandats et après, j'arrêterai. Parce que si en 12 ans, si les Parisiens me font confiance, si en 12 ans, vous n'avez pas réglé les problèmes, c'est pas la 13e année que vous allez révéler votre potentiel. Celui qui vous raconte ça, peut-être il ne faut pas le croire. Benjamin Griveaux, si Villani passe devant vous dans les sondages, le nombre de gens qui étaient devant dans les sondages et qui sur la ligne d'arrivée n'étaient pas au second tour, c'est légion. Donc vous voyez, les sondages, on regarde pas les sondages. Mais vous savez qu'à Paris, en plus, ce sont 17 élections, que tout ça est très compliqué. À nouveau, les Parisiens, c'est pas des gogos. Ils regardent les projets, les équipes présentées, qui va dans tel quartier porter tel sujet, quels sont les gens qui, au fond, vont s'occuper de leur quotidien. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Benjamin Griveaux. Ah oui, c'est fini le grand oral. Ben, si tu as des questions qui font 3 plombes, William Goldnadel, ça bouffe du temps aux autres. Merci Benjamin Griveaux. Je reviendrai. J'espère bien. On se retrouve demain. Fatima Idbounoua, David Dickens, de retour. David Dickens, d'une mission humanitaire en Irak, David. Et il viendra nous raconter ça demain. Barbara Lefebvre sera là et le chanteur Dave. Bonne journée et rendez-vous demain 9h. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.